Bonjour, merci pour cette conférence déjà. Vous avez dit qu'il faut choisir entre CO2 et PIB. Ça veut quand même dire qu'il n'y a pas d'autre alternative que l'énergie fossile, en gros. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une alternative? Ça dépend du résultat de la question pour vous. C'est-à-dire, si vous choisissez le PIB, à court terme, oui. Je vous pose la question, je ne sais pas du tout. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une alternative dans le nucléaire, pas forcément dans la fission, mais dans la fusion nucléaire? Alors, la réponse est non, malheureusement. En fait, il y a une alternative dans la fission et il n'y a pas d'alternative dans la fusion. Alors, je vais vous dire pourquoi. La fusion, donc vous avez deux manières d'exploiter l'énergie nucléaire, et c'est lié au fait que l'énergie de liaison entre les nucléons dans un noyau passe par un maximum aux alentours du noyau du fer. Donc, quand vous avez des atomes qui sont plus petits que le fer, en les regroupant, vous arrivez à récupérer de l'énergie. Et quand vous avez des noyaux qui sont plus gros que le fer, ce qui est le cas de l'uranium, en les cassant, vous arrivez à récupérer de l'énergie. Dans le deuxième cas, ça s'appelle de la fission. Dans le premier cas, ça s'appelle de la fusion. Alors la fusion, c'est une énergie qu'on connaît très bien, parce que c'est avec ça que le Soleil fonctionne. Et c'est comme ça que la première génération d'étoiles a, par alchimie, fait tous les éléments du tableau de Mendeleïev. Ils ont tous été faits à partir de noyaux d'hydrogène, c'est-à-dire de protons dans la première génération d'étoiles. Alors dans une étoile, ça marche très bien. Malheureusement, pour reproduire ces conditions-là sur Terre, c'est compliqué. Parce que le plasma dans une étoile, la matière est dans un état particulier dans une étoile où les électrons et les noyaux ne sont plus associés, ils se baladent chacun de leur côté, et ça s'appelle un plasma. Et pour avoir un plasma, vous devez porter la matière à quelques millions de degrés, comme dans les indestructibles, là, des millions de degrés. Bon, bref. Eh bien, vous ne savez pas mettre ça dans une boîte à chaussures simple. Donc ça veut dire que vous devez faire du confinement magnétique, enfin bon bref, c'est un truc très compliqué. Et pour chauffer votre plasma à quelques millions de degrés, vous devez utiliser de l'énergie. Vous devez commencer par chauffer. Et donc, le grand défi de la fusion, c'est d'arriver à récupérer avec la fusion plus d'énergie que vous n'en avez utilisé pour chauffer le plasma. Alors, dans les tokamaks, c'est-à-dire les usines, les trucs qu'on utilise aujourd'hui, on sait faire des réactions de fusion qui durent moins longtemps qu'il n'en faut pour récupérer l'énergie de chauffe du plasma. Dans ITER, le défi, c'est de faire plus longtemps qu'il n'en faut pour récupérer l'énergie de chauffe du plasma, mais quand même pas des heures et des heures. Or, une centrale électrique, aujourd'hui, elle doit être capable de fonctionner 5000 heures sans s'arrêter. Vous ne dites pas, je vais faire un pitch de 2 minutes, pendant lequel les gens vont avoir de l'électricité, je m'arrête 3 heures pour refaire les conditions de l'expérience, puis je refais un pitch de 2 minutes, etc. Donc, ITER, qui va faire juste un peu plus, va avoir son premier plasma en 2025. Après, il faut le faire fonctionner 10 ans pour avoir un retour d'expérience, 2035. Ensuite, il faut se gratter la tête pendant 5 ans pour savoir ce qu'on fait derrière, 2040. Ensuite, on met en construction la génération d'après qui sera peut-être capable de fonctionner quelques milliers d'heures. C'est terminé en 2055 ou 2060, puis on le fait fonctionner 10 ans, 2070. Donc avec un peu de chance, en 2085, où vous serez mort, eh bien, n'en déplaise à Laurent Alexandre, vous serez mort, eh bien, nous aurons peut-être la tête de série de quelque chose qui pourrait nous aider à régler un problème. C'est la règle de 3 que j'ai passée dans ma démonstration, qu'il faut avoir réglé dans les 35 ans qui viennent. C'est-à-dire que pour tenir les 2 degrés de l'accord de Paris, il faut que les émissions planétaires arrivent à 0 d'ici 2060. 0. Pas la moitié, 0. Plus 1 gramme de CO2 émis dans l'atmosphère. Plus une bagnole à essence, plus une fabrication de batteries, soit dit en passant, parce que c'est de la métallurgie qui émet du CO2, plus rien. 0. D'accord ? Donc on est totalement hors course avec la fusion, ce qui est une autre manière de dire que le budget d'ITER est totalement inutile pour le problème dont je vous parle. Par contre, la fission, aujourd'hui on l'a, ça marche. Et quand vous regardez, alors je n'ai pas le temps de vous faire le détail aujourd'hui, mais j'ai quelques lectures sur mon site. Il y a une page sur mon site qui s'appelle, si ma mémoire est bonne, discussion autour de quelques inconvénients ou de quelques idées reçues sur le nucléaire civil. Allez voir ça. Vous allez voir que le problème nucléaire en France est avant tout un problème médiatique. C'est-à-dire que si on veut vous parler dans la presse de ce qui pose problème, il faut vous parler tous les jours du tabac, de l'alcool, des suicides et des accidents domestiques qui arrivent bien avant les accidents de la route. Je vous signale qu'il y a 20 000 personnes par an qui meurent chez elles, de chutes, de suffocation, de noyades, etc. Alors que dès qu'il y a un WC bouché dans une centrale nucléaire, vous en entendez parler dans la presse. Donc, vous avez une focalisation sur ce truc-là en France qui n'est pas du tout représentative de ces inconvénients réels. Donc, moi, je fais partie des gens qui pensent que le nucléaire est un amortisseur de la décroissance, comme ça que je le présente, et un amortisseur des emmerdements pour des inconvénients associés à la filière qui sont mineurs au regard, totalement négligeables au regard de... je vais vous donner juste 2 exemples.
le plus vieux site de stockage de déchets nucléaires au monde, il a 2 milliards d'années. Il est apparu naturellement dans un réacteur qui s'est formé naturellement à Oklo, au Gabon. D'accord ? Donc il y a des déchets en libre circulation dans la nature depuis 2 milliards d'années. Est-ce que ça vous a empêché de vivre ? Non. Deuxième truc qu'il faut savoir, en France, on fait tous les déchets nucléaires de 40 ans d'exploitation des centrales françaises tiennent dans cet amphi. Dans cet amphi. Nous répandons en France chaque année dans la nature 100 000 tonnes de phytosanitaires qui sont aussi dangereux en termes de toxicité que les déchets nucléaires, dont nous faisons quelques centaines de tonnes par an qu'on met dans une boîte. Les phytosanitaires, 50 à 100 000 tonnes par an dispersées dans la nature. D'accord ? Voilà deux exemples. Je vous assure que, enfin, ma conviction, alors j'ai mis des années à me la forger, moi je n'ai jamais travaillé dans cette filière-là, et je me suis intéressé au changement climatique bien avant de m'intéresser à l'énergie. Mais c'est des inconvénients qui sont mineurs. Donc c'est une manière de dire que de développer la filière aussi vite que possible fait partie des amortisseurs du grand saut dans le vide qu'on est en train d'entamer. Voilà, c'est ça mon... Ouais. Le nucléaire qui demande à être développé pour qu'on puisse en faire quelque chose de pas ridicule sur plus de 50 ans, parce que la filière actuelle, on est plutôt malheureusement limité par l'uranium 235, donc ça ne sera jamais majeur, c'est la génération d'après, ce qu'on appelle la génération 4, qui exploite soit l'uranium 238, soit le thorium. Et le budget d'ITER, on aurait été beaucoup mieux inspiré en France, et plus exactement en Europe, de le mettre sur un programme fast-track sur la génération 4. Voilà. Qui n'évitera pas la sobriété, qui n'évitera pas la récession, qui n'évitera pas toutes les économies d'énergie, etc., mais qui contribuera à alléger de manière plus ou moins importante l'effort qu'on devra faire sur les autres plans.